Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Akili. 0826 300 300, la vérité en face. Notre invité ce matin, bonjour à vous et bienvenue, Claire Géronimi. Bonjour Jean-François. Bonjour, vous êtes l'auteur de ce récit personnel qui est assez bouleversant, je dois vous le dire. Le hall d'entrée, sous-titré Pour eux. Je n'avais pas le bon profil, édité chez Fayard, et je salue au passage Lise Boel, avec qui j'ai échangé à l'instant, et elle a raison de dire, Lise Boel, que c'est vraiment un livre qui vous prend aux tripes, pardonnez-moi de vous dire ça, et vous y évoquez, vous racontez dans le détail le viol dont vous avez été, entrons dans le vif du sujet, vous êtes d'accord, Claire Géronimi, directement victime de ce viol le 11 novembre 2023. Je resitue un petit peu le récit que vous détaillez dans le hall d'entrée. Donc vous êtes victime de ce viol dans le hall de l'immeuble parisien que vous habitez. Il s'agit d'un ressortissant centrafricain âgé de 25 ans, sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Il s'appelle Jordi Goukara. Il en est à la seconde agression de la journée, puisqu'avant vous, il y a eu Mathilde, victime également. Vous êtes toutes les deux allées au procès de cet individu condamné à 18 années de prison. Une interdiction définitive du territoire français à l'issue de ce procès, donc moins de 2 ans après. C'est allé relativement vite, on va dire, eu égard des délais judiciaires dans toutes les affaires aujourd'hui, septembre 2025. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit, Claire Géronimi, parce que je vous donne la parole, une fois que j'ai planté le décor. Votre livre est quand même extrêmement courageux, parce qu'il y a notamment ce chapitre épouvantable où vous racontez le viol. Totalement, et merci beaucoup d'avoir remis le cadre, parce que bon, c'est vrai que c'est une histoire qui à chaque fois est très compliquée pour moi à re-raconter, mais oui. Je trouvais que c'était important de l'écrire depuis le début en fait de mon agression. J'avais mes notes sur mon téléphone et j'écrivais comme un peu un journal de bord comment je me sentais. Et de fil en aiguille, je me suis dit mais en fait il faut écrire ça sur le papier parce que c'est très bien. J'en ai parlé dans les médias. Je pense que beaucoup de personnes ont entendu mon histoire. Le message est passé et ça c'est une bonne chose. Mais le lire c'est différent. C'est pas pareil. Il y a deux récits. Il y a le récit de ce qui vous est arrivé, qui est très clinique au fond, avec cette dame qui entre dans le hall et qui de fait fait fuir l'agresseur, le violeur, mais qui n'est pas très sympathique non plus, on va y venir. Et puis, on va y venir aussi, l'autre récit, c'est de tout ce qui est après, en réalité. C'est-à-dire que vous avez été relativement, même carrément invisibilisé du fait de votre appartenance politique. Ça, on va y venir après. Sur le récit lui-même, et d'ailleurs, je précise que la préface de Marlène Schiappa, qui est quand même l'incontestable figure de l'égalité femmes-hommes, qui est une autrice de chez Fayard également, est absolument remarquable. Elle situe bien, elle plante bien le décor. On y vient après. Sur le récit en soi, vous racontez ce viol. C'était important pour vous d'expliquer techniquement comment ça s'est produit, parce que c'est une horreur. C'est très compliqué à lire, mais encore une fois, je pense que j'avais envie de faire comprendre aux personnes qui lisent ce livre, aux lecteurs, que ça soit des personnes qui n'ont pas forcément vécu d'agression, mais aussi notamment des victimes qui peuvent être confrontées à ces lignes, que en fait, tout simplement, 30 minutes d'horreur que je raconte sur des plateaux télé, c'est pas rien, et que quand j'écris ça dans ces lignes, je décris vraiment minute par minute comment je vois ma vie défiler, parce qu'il y a vraiment également aussi cette tentative de meurtre qui n'a pas été des menaces de mort, oui. Des énormes menaces de mort que Mathilde aussi a vécu. Donc c'était vraiment pour aussi, je pense, décrypter le profil dangereux de cet individu et montrer également la violence de cette agression. Et encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de victimes qui ont déjà vécu la même chose que moi, donc c'est vraiment aussi pour prendre la parole aussi à leur place, des choses qui pas forcément très simples à dire et à écrire. Dans ce récit, dans ce chapitre, je vous assure, j'appréhendais la lecture et j'ai bien eu raison. J'ai eu du mal à lire ce chapitre, je vous le dis. Et c'est très important que vous l'ayez décrit comme tel, parce que vous racontez comment vous vous dédoublez littéralement pour essayer de gérer la menace de mort et gagner du temps en réalité. Vous gagnez du temps sur ce monstre contre lequel physiquement vous ne pouvez rien.
Et il y a une forme il y a deux Claire dans le hall d'entrée, dans le hall de l'immeuble. Il y a deux Claire. Totalement. Il y a mon corps et il y a mon esprit qui est ailleurs. Mon corps qui est là et qui, en fait, est tout simplement un automate et qui se livre entièrement à l'agresseur pour essayer de gagner du temps, justement, de pas mourir. Et mon esprit qui essaye d'anticiper et de réfléchir à comment je vais pouvoir sortir de cette situation. Et ça, c'est très important de le dire aussi. Il y a beaucoup de victimes qui sont en état de sidération. Et moi, je l'ai été aussi. Mon corps a été en état de sidération. Mais je pense que c'est important aussi d'expliquer le fonctionnement du cerveau lorsqu'il y a ce moment tellement violent et vraiment cette peur de mourir. Et justement aussi, je le dis dans le livre, je l'écris. Et je n'ai pas vu... Enfin, mon agresseur m'avait menacé avec une arme. Et il avait également, justement... il avait également dit pendant la déposition... Je m'en souviens pas et justement dans le livre j'en parle, je me pose des questions, je me questionne énormément sur est-ce qu'il y a un couteau, pas de couteau. Au final, mon doigt a été sectionné pendant l'agression et au moment du procès, quand c'est à l'ouverture du livre, en fait, je me rends compte en voyant justement cet objet à conviction qui est cette lame sur laquelle il nous a agressé Mathilde et moi. Qu'en fait, oui, la lame était bien là et je reconstitue un petit peu tout ça et c'est assez important aussi pour moi de l'expliquer. Il y a cette voisine qui pousse la porte du hall de l'immeuble, qui fait fuir le violeur. Elle n'est pas très sympathique. Elle doit prendre son Uber, son taxi, enfin peu importe. Et puis, elle n'a pas vraiment des mots. Elle aurait dû, séance tenante, tout lâcher et s'occuper de vous. Elle a l'air pressée, regarde ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a la première hypothèse que j'ai eue et qui est sûrement la plus bienveillante, qui est qu'elle aussi était en état de choc. Et ce qui est possible. Ce qui est totalement possible. Et qui n'a pas forcément voulu voir la réalité en face. Mais bon, quand elle appelle son mari et que son mari dit on ne s'en mêle pas, d'ailleurs j'en parle également dans le livre, je vois qu'il y a vraiment un abandon complet et je ressens encore une fois de plus cet abandon. Et la deuxième hypothèse, je pense également, qui est beaucoup plus large, c'est que notre société aujourd'hui est totalement individualiste et que on va pas forcément aider les uns et les autres. Et je veux pas dans les métros, les gens qui se font agresser et il y a une immense majorité de voyageurs qui regardent ailleurs. Exactement, et c'est ça c'est terrible, c'est l'effet de masse où au final en fait personne ne bouge. Mais là on se retrouve en femme entre femmes, mère entre jeunes femmes. En fait, elle était censée vouloir m'aider. Et c'est aussi ce que je veux dénoncer dans ce livre-là, c'est que demain, en fait, si on se retrouve confronté à cette situation, il faut savoir au moins rester avec la personne. Bien sûr, ne pas se mettre en danger, mais tout simplement savoir accompagner, rester avec la personne, du moins jusqu'à ce qu'il y ait des professionnels qui puissent arriver pour défendre. Voilà. Claire Géronime, il y a le récit du procès, vous êtes avec Mathilde et vous êtes face au monstre, vous l'appelez l'ombre, enfin il a un nom, peu importe. Pour vous, pourquoi l'ombre d'ailleurs ? Pour expliquer-le pour nos auditeurs. L'ombre, c'est le qualificatif que j'ai voulu donner à mon agresseur parce que je n'ai pas réussi à dire son nom pendant 2 ans. Quand je prenais la parole, je disais toujours mon agresseur. Quand je parlais à mes proches, je disais toujours l'ombre. En fait, l'ombre aussi, c'est assez symbolique parce que c'est quelque chose qui vous suit, mais qui n'est pas forcément, qui vous appartient pas. Et ça, en fait, ça me collait à la peau. Et justement, toutes les reconstructions et les traumatismes que j'ai pu vivre par la suite, le post-traumatisme, pour moi, c'était comme une ombre qui voulait pas me lâcher. Et justement, j'en parle dans le procès. Je commence à expliquer que l'ombre était à ce procès-là. Je le regarde, je reprends ma force, je reprends ma place, jusqu'au moment où il y a le jugement. Et au jugement, à partir de ce jugement-là, je peux enfin prononcer son nom. Oui, c'est ce que vous dites. Il y a un moment, il y a un avant et un après le jugement. Donc, d'où l'importance que la justice passe par là et condamne ces individus. Et les condamne. Vous estimez, je sais qu'on ne commande jamais une décision de justice, mais que la justice a été rendue ? La justice a été rendue dans notre cas. Je pense que la justice a été implacable. Malheureusement, c'est pas le cas pour beaucoup de victimes. Quand on sait qu'il y a plus de 80% des plaintes qui sont classées sans suite, faute de preuves. Quand on sait que des fois la justice met entre 2 et 5 ans pour arriver. Nous, avec l'association que j'ai créée, Éclat de Femmes, on accompagne des femmes victimes qui reconstruisent leur vie après une agression,
deviennent mamans, sont enceintes, et en fait la justice leur demande en plein milieu comme ça, 5 ans après, d'aller au procès, de se confronter à l'agresseur, et c'est des choses qui sont très lourdes, et c'est aussi ce que je dénonce dans ce livre-là, c'est que moi j'ai eu de la chance, Mathilde a eu de la chance, la peine que l'agresseur Jordi Goukara a eu également a été exemplaire. En prison, et puis cette interdiction définitive d'être sur le territoire français. Peine exemplaire. Claire Géronimi, dans un instant, on va poursuivre avec vous parce qu'il y a l'autre récit. C'est pour eux, je n'avais pas le bon profil. Ça, c'est l'autre histoire dans l'histoire, qui est étonnante également parce que vous êtes engagé politiquement. Vous êtes à droite sur l'échiquier. Vous êtes engagé auprès de Éric Ciotti à l'UDR désormais. Il y a cette association Éclat de femmes et puis ces mots étonnants de Marlène Schiappa en introduction de votre livre, qui s'engage et qui dit les choses avec une très grande clarté. On va voir ça dans un instant avec vous pour la suite de cet entretien dans La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Achilli. Avec notre invitée Claire Géronimi pour son récit personnel bouleversant, le hall d'entrée. Pour eux, je n'avais pas le bon profil. Vous y racontez, je le rappelle, le viol dont vous avez été la victime. C'était le 11 novembre 2023. Il y a eu aussi également l'agression auparavant de Mathilde par le même individu, un ressortissant centrafricain de 25 ans, sous le coup d'une OQTF, Jordi Goukara, condamné à 18 années de prison et une interdiction définitive du territoire français à l'issue du procès en septembre 2025 auquel vous avez assisté avec un certain courage. Vous disiez à l'instant qu'il y a eu l'avant et l'après du procès, mais il y a aussi l'après, Claire Géronimi. Parce qu'au fond, dans votre récit, vous n'êtes pas forcément la bonne cliente pour ce qui est des violences faites aux femmes et des viols en général. Parce que vous êtes engagé politiquement, vous êtes à droite de l'échiquier. Alors avant toute chose, avant que je sois engagée politiquement, même quand j'ai commencé à essayer de médiatiser mon histoire, et d'ailleurs je le décrypte dans le livre, je fais vraiment les dessus et les dessous de cette médiatisation en seconde partie du livre, juste après avoir raconté, avoir décrit avec précision mon agression. Je dénonce un certain féminisme à géométrie variable et certaines lignes éditoriales qui n'ont pas forcément voulu non plus m'écouter, parce qu'à chaque fois je contactais certains journalistes pour justement parler de l'histoire, parce que je voulais vraiment dénoncer cette insécurité pour les femmes. C'était vraiment mon objectif principal au tout début quand j'ai commencé à parler dans les médias. Beaucoup m'ont censuré, n'ont pas voulu me donner la parole, ou quand j'ai eu la parole, après on a commencé à me dire que j'étais un montage de l'extrême droite parce que je disais que mon agresseur était sous OQTF et qu'il aurait donc on n'a pas le droit de dire que c'est une personne, enfin un violeur qui est sous OQTF. C'est interdit. Pourquoi ? C'est interdit parce que ça remet en cause toute leur idéologie. Quand je reprends ces féministes qui veulent défendre toutes les femmes, au final c'est pas le cas. Elles soutiennent à géométrie variable, elles préfèrent défendre des sujets des femmes qui ont eu des agressions qui sont pas polémiques. Je prends l'exemple des violences conjugales, et pour autant en fait il faut défendre toutes ces victimes. C'est vraiment ce combat qui, à mon sens, est totalement transpartisan, et c'est là où on se rejoint aussi avec Marlène Schiappa qui a préfacé mon livre Le hall d'entrée. En fait, au-delà de nos idéologies politiques, en fait, on défend n'importe quelle victime qui a subi n'importe quel viol. Et le sujet OQTF se rajoute par la suite. Bien sûr que mon agresseur n'aurait pas dû être sur ce territoire, et c'est aussi ce que je dénonçais, parce que sinon il n'aurait pas violé ni Mathilde ni moi. Vous savez ce que dit Marlène Schiappa, soutenir une victime de viol devrait être le minimum syndical de l'engagement féministe, peu importe pour qui elle vote. Donc vous êtes à la droite de l'échiquier, vous êtes même désormais vice-président de l'UDR de monsieur Éric Ciotti, donc ces zones interdites pour une partie des médias, on va dire. Que dit Marlène Schiappa également? Elle s'interroge, je le rappelais tout à l'heure dans un édito, si Claire avait choisi de taire que le violeur était placé sous OQTF, aurait-elle été invitée dans les matinales les plus écoutées de France? Depuis quand être un délinquant multirécidiviste ou ne pas être de nationalité française est-il devenu une circonstance
atténuante pour violer des femmes. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette histoire une forme d'inversion dans le regard que l'on porte, c'est-à-dire presque le violeur serait au fond quelque part une victime de la société, du colonialisme ou je ne sais quelle raison, on va dire, qui serait en creux dans le récit officiel. Hein. C'est tout ce que je dénonce dans le sous-titre de mon livre. Pour eux, je n'avais pas le bon profil. Pour eux, il y a les bonnes victimes, il y a les mauvaises victimes, il y a les bons agresseurs et les mauvais agresseurs. Bien sûr qu'on n'a pas envie de défendre une victime qui s'est fait violer par un homme, un individu sous OQTF, parce que c'est contre leurs valeurs, et pour autant on va aller parler et crier haut et fort que Gérard Depardieu a violé telle ou telle personne. Je trouve que c'est à mon sens lamentable et scandaleux, et encore une fois, enfin, j'ai du mal à comprendre, et moi j'ai été énormément censurée pour ça. Je me suis battue énormément aussi également pour pouvoir prendre la parole dans les médias. Je me suis pris énormément d'insultes. Je le décris aussi dans mon livre, que ce soit des figures politiques, des figures féministes quand même qui sont très très présentes, et c'est ça que je dénonce également. Qu'est-ce que vous ressentez quand il y a ces insultes? Il y a ces enquêtes aussi sur le net. Vous avez certains sites qui sont allés chercher jusqu'aux financiers ou financeurs de votre association Éclat de Femmes. Qu'est-ce que vous ressentez? Parce que le viol, c'est une réalité. Vous l'avez vécu dans votre chair et vous le portez en vous, ce cauchemar. Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous vous dites? Je pense que ça révèle d'un malaise profond de la société, et que ces combats sont plus liés par des idéologies. Ces féministes préfèrent promulguer leurs idées plutôt que de défendre vraiment les victimes. Et moi, à mon sens, en fait, c'est pas ça le féminisme. Le féminisme, quand on défend des victimes, on défend toutes les victimes d'agression. C'est pour ça aussi que j'ai créé l'association Éclat de Femmes, pour défendre vraiment toutes les victimes. Nous, quand aujourd'hui les femmes victimes viennent demander de l'aide à l'association, donc nous on les accompagne vraiment du dépôt de plainte jusqu'au procès, on leur demande pas par qui elles se sont fait violer ou pas violer. En fait, on va pas leur dire ah bah non, excusez-moi, on vous répond pas parce que votre agresseur était sous OQTF, ou parce que votre mari était de nationalité française. En fait, c'est pas ça. Nous, on accompagne vraiment parce qu'il y a une histoire, il y a un traumatisme et qu'elles ont besoin d'aide. Claire Gérodimi, vous vous engagez politiquement, vous avez été bombardée, passez-moi l'expression, vice-présidente de l'UDR d'Éric Ciotti. Là encore, c'est un choix qui est antérieur à ce qui vous est arrivé? Je pense que après mon agression, en fait, on peut pas rester... c'est de la récupération politique. Alors, je tiens à remettre un peu l'église au milieu du village. La récupération politique n'a jamais forcément eu lieu, parce que c'est moi qui ai décidé de rencontrer des politiques. Certains ont bien voulu me rencontrer, d'autres non. Encore une fois, je pense que depuis mon agression, je ne pouvais plus fermer les yeux et rester dans mon cabinet de conseil bien au chaud et derrière un tableau Excel. Et j'avais besoin de m'engager, d'une part pour les femmes et d'autre part aussi pour notre pays. Et Éric Ciotti est une des seules personnalités politiques à bien avoir voulu me recevoir à l'époque. On a gardé contact, et quand il m'a proposé, exactement, quand il m'a proposé de m'engager au sein de son parti, je me suis dit mais en fait pourquoi pas y aller. Il y a que à l'intérieur qu'on pourra faire vraiment bouger les choses. Pas la bonne victime, pas le bon bourreau, c'est d'ailleurs le titre d'un chapitre qui évoque ces péripéties assez rudes vous concernant. Aujourd'hui, vous ne voulez pas vous taire, c'est-à-dire que votre combat, vous voulez le porter jusqu'au bout, et peu importe les critiques, peu importe les enquêtes à charge. Peu importe, je pense que plus personne ne me fera taire, et personne n'a réussi à me faire taire, et qu'on le voit en fait 2 ans après, je suis encore là et je porte avec autant de force le combat pour ces femmes, et c'est à mon sens peut-être un moyen de me faire tenir après la suite de mon traumatisme. Mais au moins je me dis que mon histoire, qui est tombée au final dans une histoire publique, n'aura pas servi à rien, et j'espère pouvoir porter le message haut et fort jusqu'au bout. Avec un salut peut-être particulier à Marlène Schiappa, qui s'est vraiment engagée auprès de vous. Alors, vous n'êtes pas du même bord politique, ça il faut le rappeler aussi,
Et j'insiste sur cette introduction extrêmement courageuse de la part de l'ancienne ministre de l'égalité femmes-hommes qui poursuit ses propres combats également. Elle aura été importante pour vous, j'imagine. Totalement. En fait, Marlène Schiappa, je le décris dans mon livre, j'attribue un gros passage pour elle. Marlène Schiappa a été une des seules féministes à bien avoir voulu m'accompagner, à bien avoir voulu m'écouter. On s'est rencontrés 3-4 mois après mon agression, et elle m'a même soufflé l'idée tout simplement d'écrire ce livre. Elle m'a accompagnée personnellement. Oui. Elle m'a également défendue publiquement au moment du procès, et c'est la seule à avoir bien voulu le faire, contrairement à d'autres féministes qui, elles, m'ont complètement déglinguée. Merci à vous, Claire Géronimi. En tous les cas, bravo pour votre courage et pour ce témoignage ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Le hall d'entrée pour eux, je n'avais pas le bon profil. Paru chez Fayard. Je vous conseille sa lecture, même si c'est parfois très difficile, notamment certains chapitres. Merci Claire Géronimi. Merci beaucoup d'être venue à Sud Radio. Bonjour Valérie Expert. Jean-François Aquili. Qu'avons-nous au menu ce matin ? Écoutez, on va revenir sur la violence des mineurs avec un fait divers, hélas, il faut l'appeler comme ça, abominable, d'une jeune femme, d'une jeune adolescente séquestrée, torturée par plusieurs mineurs. Et puis ce matin, il y avait une magistrate qui s'exprimait en disant que ça devait être une priorité de réformer cette justice des mineurs. Et puis on va parler dans C'est quoi le problème de TDAH. Je pense que tout le monde aujourd'hui connaît cet acronyme, trouble du déficit de l'attention. On va en parler avec Michel Simès, qui lui-même s'est découvert TDAH. Alors est-ce qu'il y a un surdiagnostic? Qui est TDAH? Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. On va en parler avec vous et avec Michel Simès. À tout de suite. Allez, bonne émission Valérie.